Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Marie Chétrit, autrice du livre Éducation positive, une question d'équilibre, paru aux éditions Solar. Bonjour Marie. Bonjour Manon. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir me parler aujourd'hui. Je t'en prie, avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, en plus d'être l'autrice d'un bouquin que j'ai absolument trouvé génial et dont on parlera un tout petit peu plus tard, tu es docteur en sciences, chroniqueuse pour le site Fabuleuse au foyer. Tu tiens le blog Les petits ruisseaux font les grandes rivières, nom que je trouve excellent. Et tu es maman, mais aussi belle maman de 4 enfants. Mais où est-ce que tu as trouvé le temps d'écrire un livre dans tout ça ? Alors en fait, l'histoire du livre et du blog aussi d'ailleurs, c'est beaucoup lié à nos conditions de vie familiale puisque mon mari est en célibat géographique. Donc je suis seule la semaine avec nos enfants. Et c'est comme ça que j'ai pensé à ouvrir mon blog parce que je m'embêtais le soir en semaine. Donc ça arrivait aussi pas très longtemps après la naissance de notre dernier enfant qui a 6 ans maintenant. Et puis voilà, j'ai eu envie d'occuper mes soirées et de raconter un petit peu ce que j'avais sur le cœur dans le domaine de la maternité. Donc j'ai ouvert mon blog. Et puis c'est ce blog qui a fini par déboucher plusieurs années après sur l'écriture du livre. Et donc ton livre, c'est vraiment la consécration du blog. Oui, en quelque sorte. Disons que c'est un peu l'aboutissement quoi, de fil en aiguille après plusieurs années à avoir parlé de ma vie familiale. Alors, j'ai pas toujours écrit des choses très très sérieuses sur ce blog et d'ailleurs, je continue à écrire beaucoup de ce qui me passe par la tête. Ça avait aussi pour but de m'amuser. Donc voilà, mais parfois j'écrivais des articles un peu plus sérieux, un petit peu plus fouillés. Et c'est à cause de ça que la maison d'édition est tombée sur un de mes articles un jour et m'a contactée pour écrire ce fameux livre donc sur la parentalité positive et ses dérives. Sur les réseaux sociaux principalement, puisque c'est ça la thématique. Oui. Et avant de parler du livre, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton entrée dans la parentalité ? Alors moi je suis devenue maman à 29 ans d'une petite fille qui était adorable, très facile. Enfin voilà, ça a été vraiment le premier bébé idéal. Donc je me suis jamais trop posé de questions parce qu'elle mangeait facilement, elle dormait bien, elle a fait des nuits assez rapides. Voilà, elle se développait de manière harmonieuse et elle avait vraiment un caractère facile quoi. Donc j'ai pensé que c'était quand même moi qui étais une bonne mère, tu vois, puisque ma fille était tellement chouette. Et puis bon, alors après j'ai divorcé et j'ai rencontré quelques années plus tard mon mari qui était également père d'un petit garçon. Alors là, ça a commencé un petit peu à se corser puisque vivre avec un enfant qui n'est pas le sien, enfin peut-être qu'on en reparlera, mais voilà, c'est quand même un défi. Et ensuite, on a eu 2 petits garçons. Le premier qui était très facile aussi, où j'ai vraiment eu de nouveau tiré le numéro qui fait bien ses nuits, qui grandit bien, qui pose aucun problème. Et puis notre dernier qui est adorable, mais qui a un caractère quand même très très différent. Donc là, j'ai commencé à comprendre ce que ça pouvait être d'en baver un peu dans le domaine de la maternité. Donc assez vieille en fin de compte. Enfin voilà, puisque j'avais 10 ans de plus quand mon dernier enfant est né, j'avais 39 ans. Et à 39 ans, on n'a pas la même résistance qu'à 29, clairement. J'imagine. Et justement, pour revenir un petit peu sur quand tu as rencontré ton mari, t'es passée du jour au lendemain de 1 à 2 enfants de quasiment du même âge et t'as découvert du coup le statut de belle-mère. Comment tu l'as vécu ? Alors, c'est pas évident du tout d'être une belle-mère.
parce que, enfin, ou un beau-père, hein, c'est pareil, parce que c'est un enfant qu'on n'a pas choisi, évidemment. C'est un enfant qui a déjà une vie en dehors de vous, et puis une vie peut être assez douloureuse quand la séparation est récente ou que ça a été très conflictuel. Donc on récupère un enfant qui a quand même un certain nombre de préjugés, qui parfois était très content d'être seul avec son autre parent, tout comme ma fille, elle était très heureuse d'être toute seule avec moi en fait. Donc déjà l'enfant, ça lui demande un effort très important d'accepter une relation qu'il n'a pas choisie et dont il n'a pas le désir. Donc voilà, ça déjà c'est pas évident. Après en tant qu'adulte, voilà, on s'est choisi avec mon mari. Donc on avait la chance de connaître tous les deux ce que c'était que d'être parents, donc d'être prêts à faire quand même un certain nombre de concessions. Mais il y a toujours, même quand on s'aime, il y a toujours des grandes différences dans la manière dont on a pu éduquer chacun son enfant. Et voilà, il faut réussir à harmoniser tout ça. J'ai trouvé que ça, c'était une des grandes difficultés. Parce qu'on est obligé de cohabiter avec un enfant qui a déjà des habitudes éducatives, qui a ses rituels avec son parent, qui a aussi son autre parent qui est toujours là de l'autre côté. Et il faut un peu faire rentrer des ronds dans des carrés. Enfin, il faut que tout le monde s'adapte et c'est forcément à l'adulte de faire davantage d'efforts puisque c'est nous les adultes, quoi. Donc c'est pas aux enfants de s'adapter à tout prix. Donc voilà, c'est pas évident. Je trouve qu'on présente souvent dans la presse ou la presse people hein, surtout. Voilà, on pense famille recomposée, on pense Brad et Angelina, bon même s'ils sont plus ensemble maintenant, mais voilà, c'était un peu cette espèce de mythe de la famille recomposée où tout se passe bien, où tout le monde a l'air très très heureux. Mais je pense que ça c'est quand même un petit peu une légende et dans la réalité des faits, la famille recomposée c'est pas du tout quelque chose de facile. C'est vraiment un vrai défi, il y a un effort permanent et ça se construit sur des années et des années. Voilà, la relation avec l'enfant, elle évolue beaucoup. Et au final, tu vois, maintenant ma relation avec mon beau-fils, elle est plus du tout ce qu'elle était au début. Et quand on s'est rencontrés, j'aurais pas parié sur la relation qu'on aurait maintenant. Ah oui ? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès, énormément. Mais ça s'est fait très très progressivement. Voilà. Après, c'est toujours difficile d'émettre un jugement sur un jeune enfant qui est pour rien dans tout ce qui s'est passé, puisque c'est toujours des histoires d'adultes. Mais voilà, vivre avec un enfant qui, par exemple, peut faire pas mal de caprices. Alors bon, je mets caprices entre guillemets, hein, mais voilà, avoir un comportement qui te plaît pas trop. Quand t'es un beau parent, tu peux pas non plus te permettre de dire à ton bel enfant ce que tu dirais à ton propre enfant. Donc il peut y avoir aussi une espèce de frustration parce que tu te sens pas aussi libre que si c'est ton enfant. Voilà, je vois. Voilà. Et donc ça, il faut apprendre à vivre avec et à le supporter. Et puis à le dépasser et en parler avec son conjoint. Alors nous, c'est la chance qu'on a eue, c'est qu'on a toujours pu vraiment parler très franchement de ce qui se passait avec l'autre enfant. Alors faut pas se leurrer, dans une famille recomposée, l'enfant de l'autre, c'est la raison numéro 1 du clash et de la séparation potentielle. C'est vraiment sur les enfants qui sont un peu la trace de l'autre vie, en fait, de la vie d'avant. C'est vraiment sur les enfants que se cristallisent les conflits, moi, je trouve. Enfin, dans notre cas, ça a été ça. Mais on a toujours pu en parler et essayer de désamorcer les situations pénibles, quoi. Ouais. En prenant du recul, en prenant sur nous beaucoup. Ouais, j'imagine. Et ceci dit, ça paraît logique parce que déjà dans un couple, je trouve que les enfants sont déjà quand l'enfant est des deux parents du couple, c'est déjà un sujet de clash potentiel assez grand. Alors oui, j'imagine que quand c'est un beau-fils ou une belle-fille, ça doit être encore plus exponentiel. Oui, parce qu'on n'a jamais la même indulgence envers un autre enfant que celle qu'on a envers son propre enfant. Et on a beau se dire c'est pas juste, c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser, je trouve. Ouais. Donc voilà, il faut faire avec, hein, mais ça demande vraiment de prendre beaucoup de recul pour le vivre le mieux possible. Et
Voilà, je pense qu'il y a quand même un espèce de mythe autour de on s'aime tous comme dans une famille, comme si on avait les liens du sang. Alors, non pas que les liens du sang fassent tout, c'est pas ce que je veux dire, mais comme si c'était mon propre enfant. Mais en réalité, ça peut pas être ça. On peut pas demander à un enfant dont on n'est pas le père ou la mère de nous aimer comme son père ou sa mère. Moi, je pense que ça n'est même pas juste. Et dans une famille recomposée, on n'est pas obligé de s'aimer autant qu'on aime son propre enfant. Par contre, on est obligé de se respecter, de se parler correctement et d'accepter un certain nombre de règles communes, quoi. Mais il ne faut pas trop en demander non plus, ni aux enfants, évidemment, ni aux parents, beaux-parents qui font comme ils peuvent, en fait. Du moment qu'on vit bien ensemble en se respectant, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et puis l'affection, ça grandit petit à petit. On a l'impression que tout est joué un peu et que forcément ça sera plus facile avec un petit qu'avec un grand, mais c'est pas vrai en fait. La relation, elle va se construire dans le temps, au fur et à mesure des années. Et moi maintenant, je suis beaucoup plus proche de mon beau-fils maintenant qu'il est adolescent que quand il était petit où c'était compliqué, quoi. C'est chouette. Oui, c'est chouette. Hein. Du coup, c'est vraiment rassurant parce que ça peut s'améliorer. Ça, c'est vraiment un grand bonheur. Rien n'est jamais joué. Exactement. Et du coup, vous avez eu 2 autres garçons après ça. Comment a changé ton quotidien quand vous êtes passé de 2 à 3 et puis de 3 à 4 et comment tu as vécu tous ces changements? Alors, notre premier enfant commun, il était très attendu. Ça faisait un moment qu'on souhaitait ce bébé. J'avais fait une fausse couche avant, donc il a été attendu dans la joie par tout le monde. Les grands ont pleuré tellement ils étaient heureux quand on leur a annoncé qu'on attendait un bébé. Ils avaient à l'époque 7 et 8 ans. Ils étaient vraiment ravis. Donc ça s'est très bien passé. Bon, avec la fatigue, les petites galères d'allaitement que j'ai pu avoir. Mais voilà, les aînés étaient déjà grands, donc c'est pas la même chose que d'avoir des enfants de 5 ans, 3 ans et puis un bébé, quoi. C'est quand même très très différent. Donc ce bébé-là, il s'est bien intégré dans la famille et ça n'a pas été trop fatigant. La vraie différence, elle est venue après, puisque du coup, notre deuxième enfant commun, ils ont que 20 mois d'écart. En fin de compte, ils ont qu'une année civile d'écart, un du début de l'année et l'autre de la fin de l'année suivante. Et là, oui, c'était chaud par contre. Là, c'était vraiment sportif parce que on n'était pas très jeunes, c'est pour ça qu'on a fait vite pour enchaîner, parce que moi, j'avais pas trop envie d'une grossesse après 40 ans. Donc, on a fait le choix d'avoir 2 enfants rapprochés. Et on l'a quand même bien senti passer. Il faut le dire que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, mais au moins, voilà, c'était... En même temps, on m'avait tellement dit, oh, tu vas voir, c'est horrible, des enfants rapprochés, c'est épuisant. On me l'avait tellement dit que c'était moins pire que à quoi je m'attendais. Aussi pour prouver que les gens avaient tort, non? Ou pas du tout? Ouais, pas vraiment, mais on s'attendait tellement à ce que ça soit horrible qu'on s'est dit, oui, c'est fatigant, c'est vrai. Mais bon, ça va quand même, quoi. Ouais. On était préparés au pire. Et en fait, ça a été fatigant, certes, mais moins que ce qu'on aurait cru. Alors après, c'est comme je te disais, j'étais quand même plus âgée pour cette dernière naissance. C'est clair que ça joue quand même beaucoup. On n'a pas la même résistance à la fatigue. Puis il y a aussi tous les enfants d'avant dont il faut continuer à s'occuper. Notre premier petit garçon commun, il était quand même petit, il avait 21 mois, donc c'était un gros bébé encore. Et oui, là, ça a été franchement fatigant quand même, on va pas se leurrer. Mais bon, après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein, voilà. C'est clair. Il a fallu s'y faire et puis c'était ce qu'on souhaitait. Là, on s'est dit que notre famille était au complet. Et du coup, tu disais que votre dernier avait eu un caractère un peu plus difficile. C'est à ce moment-là que tu as découvert les principes de l'éducation positive? Oui, voilà, tout à fait. En fait, avant, alors pour tout te dire, je connaissais pas vraiment le terme d'éducation positive. Enfin, c'est peut-être quelque chose que j'avais vaguement lu comme ça sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas réfléchi plus que ça aux principes. Et puis, parallèlement à ces 2 naissances, j'ai eu pas mal de copines qui ont été enceintes en même temps que moi, à peu près.
Et donc, on discutait beaucoup de l'éducation de nos enfants. Et c'est par elle plutôt que j'ai découvert Isabelle Fillosa, etc., Catherine Guéguin. Et tous ces ouvrages, donc j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser comme ça. Mais comme j'avais pas de soucis du tout avec notre premier petit garçon, bon, bah voilà, enfin, je veux dire, je me suis pas torturée de questions pour savoir comment l'élever, comment faire pour que ça se passe bien, puisque ça se passait bien sans que j'ai aucun mérite à ça. Et ensuite, à la naissance de notre dernier, bon, dès le départ, ça a été un bébé qui n'était pas tout à fait comme les autres. Enfin, ça se voyait qu'il avait un caractère très différent, qu'il était très, comment dire, très revendicatif, entre guillemets, hein, parce que sur un bébé d'1 mois, un bébé d'1 mois ne revendique pas, mais voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose dans son caractère qui était différent de ses frères et sœurs, clairement. Il n'était pas comme les autres. Et puis, ça s'est confirmé au fur et à mesure des mois qui passaient. Alors, c'était un petit garçon adorable, hein, mais très décidé, très impérieux, avec une volonté vraiment extrêmement marquée. Et puis là, on s'est dit, bon, il va falloir composer un peu, parce que visiblement, il réagit pas tout à fait comme les autres. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à comparer avec les enfants précédents quand on a eu plusieurs, forcément. Donc là, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce courant éducatif pour essayer davantage de l'accompagner dans ses émotions, parce que c'était aussi un petit garçon qui était qui pouvait être très colérique, voilà, qui réagissait très fortement à la frustration, qui manifestait son mécontentement très très fort. Enfin voilà, il y avait tout un ensemble de choses, qui s'est remis à nous réveiller la nuit alors qu'il dormait depuis un bon moment, puis toutes les nuits. Puis qui poussait des hurlements terribles, enfin qui réveillaient tout le monde. Et ça, c'est sûr que quand on a plusieurs enfants, on ne peut pas se permettre de laisser réveiller tout le monde. Voilà, le lendemain, il y a école, il y a collège, enfin bon, c'est compliqué, quoi. Donc, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ces courants éducatifs et à lire là-dessus, à voir ce que je pouvais appliquer pour respecter vraiment au mieux sa personnalité. Sauf que, à force, voilà, je me suis rendu compte que peut-être j'étais allée un petit peu loin, quoi. Mais après, je trouve que c'est un mode éducatif qui est quand même super intéressant, parce que c'est quand même depuis les années, voilà, on va dire 2010 à peu près, qu'on prend bien davantage en compte les émotions de l'enfant, son immaturité, le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lui demander à son âge. Et moi, je me rends bien compte, certainement, si j'avais mon premier enfant maintenant, c'est-à-dire ma fille aînée, sans doute, sur certains points, je me comporterais différemment avec elle par rapport à ce que j'ai pu faire. Et puis bon, quand on est un jeune parent, de toute façon, on se fait un peu la main, donc on n'est pas forcément très expérimenté et on découvre, hein, on apprend sur le tas, quoi. Ouais, il n'y a pas de manuel, malgré tout ce que certains voudraient nous faire croire, il n'y a pas de manuel. Non, il n'y a pas du tout de manuel. Et puis, de toute façon, quand bien même il y aura un manuel, à chaque enfant, il faut écrire un nouveau manuel, donc c'est pas hyper utile non plus. Tu disais que tu dis j'ai été trop loin, tu veux dire dans les principes que tu avais lus de Fillosa et de Guéguin ou... Alors, je pense que j'ai été peut-être trop loin en voulant toujours comprendre et justifier et accompagner des comportements qui étaient... Peut-être j'aurais dû cadrer plus tôt, voilà. D'accord. Okay. Parce que, voilà, quand on a commencé à se dire non, là quand même, faut qu'on mette davantage de limites, parce que là, il exagère. Et il était déjà en fin de maternelle, tu vois. Okay. Là, il est en CP cette année, il vient d'avoir 6 ans, puisqu'il est de fin d'année. Et là, ça fait à peu près 1 an qu'on recadre bien, vraiment régulièrement, et on voit qu'il y a une amélioration quand même très nette, quoi. Okay. Il avait besoin de ça. Il en avait vraiment besoin. Et du coup, quand tu t'es rendu compte que justement il y avait un manque de... Comment dire, un manque de cadre, je sais pas si c'est le bon... Ouais, quand même, c'était un manque de cadre. Ouais. Est-ce que du coup ça t'a fait te rendre compte de tout ce qu'il y avait autour, notamment sur les réseaux sociaux, ou c'est venu après? Alors, si, disons, sur les réseaux sociaux, parce que j'y suis depuis qu'il a
à peu près 2 ans ou 3 ans à peu près. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à être assez présente sur les réseaux sociaux et à voir un peu tout ce qui se passait. Et puis l'investissement considérable des mères quand même dans ce domaine, hein, parce que c'est quand même à 80, plus de 95%, c'est des femmes, je pense, sur l'Insta parental. Je ne sais pas si toi, tu es suivie par des hommes, mais je pense qu'il n'y en a pas des masses. Le dernier sondage que j'ai fait, s'il y en avait un, c'était beaucoup. D'accord, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup des femmes, hein, qui sont très très investies là-dedans. Et donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur, enfin, que ce soit tu vois, la DME par exemple, la diversification menée Oui. par l'enfant. J'avais même jamais réfléchi à ce terme avant, quoi. Je pense que je faisais de la DME sans le savoir, mais que tout soit conceptualisé à ce point. Ça, voilà, ça a été quand même une découverte. Alors si, je pense, la tendance que j'ai adoptée quand même à la naissance de mon premier garçon, c'est le portage. Donc ça, le portage, je trouvais ça super, de se balader avec mon bébé en écharpe. Bon, ceci dit, j'ai jamais réussi à mettre une écharpe correctement. Donc voilà, mais le portage était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. On a pratiqué le cododo aussi. Alors avec notre premier garçon, un petit peu par obligation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il a été avec nous jusqu'à ce qu'il ait plus d'1 an. Ouais, entre 1 an et 1 an et demi, pour des raisons de place. Et puis notre deuxième aussi, on l'a gardé très longtemps avec nous, enfin jusqu'à presque 1 an dans notre chambre. Et Cododo dans le lit ou dans la chambre? Parce que je sais cododo jamais à dans quoi la faire référence. chambre. Alors voilà, c'est tout à fait. Alors, cododo dans la chambre, juste à côté de moi, vraiment à côté. Pour notre premier, cododo avec vrai petit berceau de cododo dont tu peux démonter un côté pour notre deuxième. Oui. Ok. Et parfois même cododo dans le lit parce que c'est un bébé qui a eu énormément de coliques, qui était un problème de reflux et qui avait très très mal au ventre et qui mettait très longtemps à s'endormir. Et du coup, on a beaucoup dormi avec lui aussi. Alors bon, toujours en se disant on va l'écraser, on va le retrouver mort étouffé. Donc en culpabilisant à fond, mais c'était le seul moyen qu'il s'endorme. Donc on l'a fait dormir avec nous et nous on dormait sur une demi-oreille, quoi. Ouais, Mais des fois c'est des questions de survie. ouais, exactement, c'est une question de survie et voilà, bah, parfois il n'y a pas le choix. Donc on l'a fait pour lui et puis après il a rejoint son frère vers 1 an à peu près. Et ils ont une chambre où ils sont tous les deux. Donc en fait c'est quand même des enfants qui ont jamais dormi seuls, quasiment. D'accord. Voilà. Donc ça, le cododo, bah, c'est très bien, hein. Voilà, c'est juste que nous, on se fixait quand même une limite parce qu'on avait aussi envie de retrouver notre chambre et notre intimité de couple et que voilà, on n'avait pas envie d'avoir un enfant avec nous pendant je ne sais combien de temps. Donc le portage, ça je te disais. L'allaitement, alors moi j'étais à fond, hyper motivée pour allaiter. Et puis j'ai eu des allaitements quand même très très compliqués avec des bébés qui prenaient pas de poids. Et donc après j'ai tiré mon lait, ce qui a quand même abrégé parce que tu peux pas allaiter très longtemps en tire-allaitant. Enfin c'est très compliqué, quoi. Moi je pouvais pas tirer mon lait 10 fois par jour, y compris la nuit, c'était pas possible. Donc je les ai allaités 4 mois à peu près. En me disant que c'était déjà bien, vu les conditions dans lesquelles je l'avais fait. Même si j'aurais beaucoup aimé pouvoir les allaiter plus longtemps. Et puis après, tout le reste, bon, je connaissais pas trop. La motricité libre, je m'étais jamais posé la question, mais bon, moi, je les ai toujours laissés crapahuter comme ça dans la maison, sans me poser la question de savoir si c'était de la motricité libre ou pas. Mais je les ai aussi mis dans un parc, parce que je trouve toujours ça préférable de savoir l'enfant en sécurité, le temps d'aller prendre ma douche ou faire un peu de ménage, etc. Je trouvais que c'était quand même important. Puis de me dire aussi qu'il n'y avait pas son frère qui était en train de lui faire du cheval sur le ventre en l'étouffant. Parce qu'il y a aussi ça quand on a plusieurs enfants, hein. Le parc, ça peut être aussi une question de sécurité par rapport aux autres enfants. Même si je sais que c'est très décrié l'usage du parc, car c'est une prison pour l'enfant. N'est-ce pas qu'il enferme et le... Entendu beaucoup ça aussi. Voilà, comme au zoo. Non, pas du tout. Non, le parc c'est super et ça peut permettre. Voilà, faut pas que l'enfant soit toujours dans le parc, mais ça lui permet aussi d'apprendre à se mettre debout en s'accrochant. Voilà, il y a des bons côtés au parc. C'est pas. Moi, ça m'a empêché d'acheter un parc.
Ah ouais, mais je comprends parce que la pression est tellement forte et on entend tellement marteler ce genre de discours. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'au moins, il est en sécurité, il a ses jeux, il peut se relever s'il a envie. Et puis, bon, il savent vite en sortir au bout d'un moment, hein, quand même. Ah oui, il Oui. y arrive. Et puis, nous, on avait même les grands qui allaient rejoindre les petits dans le parc pour jouer avec eux. Donc, comme quoi, ils aiment bien être en cage quand même, les enfants. Hein. Ils sont pas traumatisés finalement. Non, ils sont pas du tout traumatisés. À qu'à voir comme ils aiment se mettre dans des cartons minuscules en les refermant sur eux. Je pense pas que ça les traumatise du tout, c'est des bêtises. Et j'imagine que tu as fini par découvrir tous les contes qui étaient extrémistes. Alors j'ai découvert des contes et puis on m'a fait découvrir et c'est vrai que là je suis un peu tombée des nues en me disant mais comment c'est possible de proférer des énormités pareilles. Alors moi j'ai jamais été très sensible à ça, déjà parce que je pense que j'étais un petit peu vieille entre guillemets, donc j'avais un peu passé l'âge de me laisser influencer comme ça. Aussi parce que j'ai pas baigné assez longtemps dedans, tu vois, je pense, pour être influencée par ces contenus. Même si on est forcément... Tu avais déjà 3 enfants. Ouais, voilà, j'avais déjà 3 enfants, donc c'était pas pareil. J'avais vu que quand même, ça, ce que je faisais marcher, c'est certainement, j'ai fait des erreurs, mais grosso modo, mes enfants, ils vont tous bien, même maintenant, ils sont heureux, épanouis, donc voilà. Donc j'ai pas été... je crois que j'ai jamais douté de mes capacités de mère, tu vois, à me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Enfin voilà, comme tout le monde, j'ai un peu pataugé à certains moments parce que la période du postpartum avec un tout petit bébé, je trouve ça horriblement difficile. Les 2 premiers mois, c'est hyper frustrant, fatigant, angoissant. Enfin voilà, c'est vraiment une sale période, je trouve. Après 2 mois, ça va mieux, mais au début, je pense que personne n'est fier avec un tout petit bébé. Voilà, c'est pas des super souvenirs, je trouve, moi, le premier trimestre après la naissance. Ah oui. Moi j'ai adoré, mais ah ouais, je disais, comme ce que je disais en off avant de commencer l'épisode, j'ai tiré le bon ticket à la loterie des bébés. Alors, honnêtement, elle était tout le temps sur moi, mais je sais pas, j'adorais ça, moi. Ouais, mais quand ça se passe bien, honnêtement, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment merveilleux et je comprends qu'il y ait des mamans qui souhaitent allaiter le plus longtemps possible parce que c'est vraiment une complicité énorme. Moi, je souffrais horriblement et j'ai jamais pu régler le problème malgré des consultations avec des sages-femmes, des consultantes en lactation, ostéopathes, etc., etc. Ça n'a jamais été possible. Du coup, ça n'a pas été un bon souvenir aussi et je pense que ça a joué dans ma perception des premiers mois que j'ai trouvé difficile, quoi. Ça se comprend carrément. Puis même, de toute façon, un tout petit bébé, c'est particulier. Hein. Moi, je comprends que même sans problème, on puisse ne pas du tout aimer les premiers mois. Oui, et puis il y a aussi le fait de comprendre ce qu'il veut, pourquoi il pleure. Je trouve pas ça évident. Je trouve que il faut au moins 2 bons mois pour décrypter ce que le bébé peut bien vouloir dire, quoi. Moi, c'est l'effet que ça me fait pour mon aîné. Je suis assez d'accord. Et j'ai eu l'impression de recommencer la même chose 8 ans après avec le deuxième, quoi. Enfin, ah oui? Ouais. Je pense qu'il y avait pas mal de temps qui était passé. Et puis un bébé différent, c'est des problèmes différents. Et voilà, faut tout recommencer en fin de compte. L'expérience de mère, elle apporte forcément quelque chose. Mais voilà, les enfants, c'est pas des clones. Donc quoi qu'il en soit, on recommence et on réapprend. C'est sûr. C'est sûr. On a peut-être juste un peu de recul. Et quand tu as découvert ces contes extrémistes, est-ce que tu as commencé à en parler sur ton blog ? Oui, alors donc je disais que j'avais découvert quelques contes avec des contenus qui m'ont fait frémir par l'excès complet dans lequel c'était. Alors il y a eu la question, je pense qu'une des premières choses sur lesquelles je suis tombée, c'est des contes qui disaient qu'en gros laver le nez de son bébé c'était de la maltraitance. Enfin que c'était noyer l'enfant en fait. Donc, alors moi je sortais de plusieurs années avec des enfants qui avaient fait des bronchiolites et qui étaient asthmatiques. Donc autant te dire que quand tu as eu des bébés asthmatiques et qui ont été hospitalisés avec des aérosols de ventoline, voilà, où tu sais que le moindre rhume ça peut dégénérer, ce genre de discours, voilà, c'est sûr que ça passe pas du tout. Oui.
Imagine, ouais. Voilà, parce que on en a vraiment bavé là-dessus, puis avec tous nos enfants, même mon mari avec son garçon, ça a été pareil. On a eu 4 enfants à des degrés divers qui ont fait de l'asthme du nourrisson. Donc voilà, on n'a jamais rigolé avec ça, les lavages de nez, et c'est sûr que ça fait jamais plaisir parce que l'enfant comprend pas forcément pourquoi on le fait. Et je pense pas qu'ils soient en capacité de comprendre pourquoi on lui lève le nez. Mais ils sentent bien après qu'ils sont soulagés, qu'ils respirent mieux, qu'ils mangent mieux, qu'ils dorment mieux. Donc ça m'a beaucoup indignée en fait par le message que ça donnait à des mamans qui souvent n'ont pas le choix, qui le font pour soigner leur enfant et qui en plus ont une image de mauvaise mère hein, parce que soi-disant elles auraient maltraité leur enfant et ça m'a vraiment beaucoup choquée. Voilà, ça a été le premier contact que j'ai eu avec les comptes Insta complètement excessifs. Sacré contact. Ouais, il y a eu ça, il y a eu aussi... j'ai constaté à quel point des mères acceptaient d'être complètement épuisées pour répondre aux besoins de leur enfant. Par exemple, des mamans qui visiblement en avaient ras-le-bol dès l'été, mais qui n'osaient pas induire progressivement un sevrage parce qu'elles avaient peur que ça nuise à leur enfant. Voilà. Alors qu'elles étaient complètement épuisées et que pour leur santé, ça aurait été mieux peut-être qu'elles ralentissent le rythme de l'allaitement, au moins la nuit quand même. Parce que bon, quand un enfant devient assez grand, il peut être capable normalement de passer un certain nombre d'heures d'affilée sans se remplir l'estomac normalement. Donc voilà, c'est surtout que j'ai eu l'impression qu'il y avait des mamans qui devenaient, alors peut-être c'est un peu choquant la manière dont je le formule, mais devenaient plus ou moins volontairement les esclaves de leurs enfants. Et moi, j'ai jamais envisagé d'être l'esclave de mes enfants, même si je les aime plus que tout. Voilà, j'ai quand même, je suis une personne, j'ai ma vie, j'ai mes besoins en termes de repos, en termes d'autres choses que la maternité. Et oui, ça m'a beaucoup marqué aussi. Ces mères qui en arrivent à se négliger au nom de la maternité et de l'amour maternel. Ouais. Ouais, voilà, et puis ça, et puis toutes les questions liées au sommeil, quoi, voilà. L'allaitement subi et le manque de sommeil chronique de certaines qui se prolonge des années et des années et des années, quoi. Avec des justifications derrière, mais l'enfant ne se sent pas en sécurité, l'enfant ne se sentira pas aimé si je le sèvre, j'ai peur de lui faire du mal, etc. Et puis aussi tout ce qui est véhiculé sur le fameux stress et la neurotoxicité du stress chez les bébés avec l'effet du cortisol qui est omniprésent. Mais... Ça fait du bien, hein. Ouais, et qui, par contre, est mis à toutes les sauces et en dépit du bon sens assez souvent, quoi. Ouais, ça a été un des gros sujets dans lesquels j'ai plongé la tête la première. Ouais. Puis c'était quoi, toi, tes croyances là-dessus? Si elle pleurait, j'allais la traumatiser à vie. Que c'était compliqué. Surtout ça, en fait. Et dans n'importe quelle condition, pour toi, les pleurs, c'était automatiquement synonyme de stress ou de danger? Et en plus, j'avais un bébé qui pleurait pas souvent et enfin, qui vraiment quelque chose, enfin hors colique du nourrisson et des charges, mais que j'ai assez peu eu au final. Mais je passais des heures à l'endormir le soir pour pas qu'elle pleure. Donc ouais, je plongeais tête la première. Et puis un jour, heureusement, mes amis ont été là, elles m'ont dit stop, quoi. Ah ouais, mais oui, ouais, ça fait un gros, c'est un gros sujet. C'est un plus gros sujet qui fait le plus de mal, ou alors c'est peut-être un biais aussi de ma part hein, dans ce que je vois sur Instagram. Le cortisol, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup de mamans qui disent ça. Et moi, j'ai reçu plein de messages de mères qui me disaient ça, qu'elles avaient terriblement peur que leur enfant soit traumatisé parce qu'il avait pleuré. Ouais, alors qu'en fait, il n'y a strictement rien qui prouve ça. Enfin, c'est pas vrai du tout. C'est une invention totale. Enfin, c'est une extrapolation inappropriée de résultats obtenus dans des situations de stress qui n'ont strictement rien à voir. Voilà. Les publications scientifiques qui sont sur le sujet, c'est soit des modèles animaux
où ils subissent un stress qui est d'ordre vital, c'est la peur d'un prédateur ou bien la privation Alors dans le modèle des enfants, en fait, ils séparent des petits rats de leur mère pendant une durée qui est extrêmement longue pour un rat, puisque c'est 3 heures le protocole de séparation, et c'est répété pendant 21 jours, quoi. Donc c'est monumental en termes de durée de séparation par rapport à la vie d'un rat. J'avais calculé que ça équivalait à genre 3 ou 4 jours de séparation d'un bébé avec sa mère, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Et puis après, ce qui est montré dans le livre de Catherine Guéguen sur Pour une enfance heureuse, là, quand elle parle du stress, en fait, toutes les études qui sont faites chez l'homme ont été réalisées chez des enfants qui sont victimes de maltraitance extrêmement graves, quoi. C'est des abus sexuels, de la violence physique répétée, de la négligence physique, des parents maltraitants psychologiquement, mais vraiment maltraitants psychologiquement, c'est-à-dire des insultes répétées, des atteintes à la valeur de l'enfant, des humiliations, etc. Des faits qui sont tellement graves que ça aboutit à ce qu'ils soient suivis par l'aide sociale à l'enfance ou qu'ils soient carrément placés. Donc c'est pas du tout la même chose que un enfant qui va pleurer 5 minutes pour s'endormir le soir, ou bien qui va attendre un peu pour que sa mère l'allaite parce qu'elle est occupée, ou voilà, quoi. Ouais. C'est vrai que quand tu les écoutes, tout devient extrême violence. Oui, voilà, tout devient extrêmement violent, alors que bon, c'est quand même pas vrai, il faut être raisonnable, quoi. On peut toujours améliorer sa relation avec ses enfants, on peut toujours essayer de moins crier, d'être plus serein, etc. Bien entendu, ça c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus sombrer dans l'excès inverse, qui est qu'on devrait en arriver à une relation où il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Voilà, c'est pas forcément bénéfique non plus pour tout un tas de raisons. C'est pas bénéfique parce que du coup les parents se contiennent en fait énormément, parce que c'est pas du tout naturel d'être comme ça. Donc ça demande un effort énorme aux parents. Alors on peut faire des efforts, hein, mais on peut pas non plus se contraindre en permanence et maîtriser chacune de ses réactions. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Et puis je sais pas si pour l'enfant non plus c'est génial à long terme. Alors c'est sûr qu'il va aimer ça, hein, c'est-à-dire qu'un enfant qui obtient satisfaction ou bien à qui on évite des contrariétés, bien entendu qu'il fait apprécier ça. Mais l'apprentissage du conflit en famille, c'est-à-dire si on n'apprend pas à vivre le conflit dans sa famille, où est-ce qu'on va l'apprendre, quoi? Nulle part. Nulle part, voilà. Et puis, par contre, on risque de se confronter à des situations de conflit qui vont être beaucoup plus heurtantes après, parce qu'on n'aura pas eu d'exemple de conflit dans le cadre de la famille. Si le cadre de la famille est bien sécurisé, c'est quand même un bon apprentissage pour le conflit et la résolution du conflit. Voilà. Tout ça pour dire, ça manque beaucoup de nuances. Ouais, ça manque beaucoup de nuances et c'est vraiment dommage, ouais. Et justement, cette nuance, tu l'apportes dans ton livre? J'essaye. Voilà, parce que moi, ce qui me frappait justement, c'était ces positions hyper caricaturales sur tout. En fait, on s'aperçoit que avec ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, alors ça correspond sans doute pas à ce qui est, même ça ne correspond pas à ce qui est réellement l'éducation positive, mais dans la version qui en est véhiculée sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout devient un problème dans la vie de l'enfant. En fait, la vie de l'enfant n'est qu'une succession de problèmes et de traumatismes potentiels. Bon, moi, j'ai quand même pas l'impression que la vie de nos enfants, en tout cas dans les milieux où on vit, qui sont assez favorisés, où les enfants sont éduqués, sont bien nourris, sont bien soignés, sont quand même choyés, j'ai pas l'impression que ce soit un enfer ce qu'ils vivent, quoi. Je ne crois vraiment pas. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air quand même. Voilà, il y a eu quand même eu un progrès considérable qui a été accompli pendant tout le XXe siècle, et puis peut-être surtout depuis les années 50. Voilà, c'est pas la vie d'un enfant au Moyen-Âge, ou même à la fin du XIXe siècle, où ils étaient obligés de travailler 12 heures par jour. Donc voilà, et malgré tout, on a l'impression que c'est jamais assez. Et ça me dérange un petit peu. Voilà, de rendre tout tragique dans la vie d'un enfant, qu'on le presse le matin, ça va devenir tragique. Non, c'est pas tragique, c'est juste la vie, quoi. On vit pas tout seul, on vit dans une société, il y a des codes à connaître pour pouvoir vivre de manière harmonieuse en société.
Donc voilà, faut aussi un peu s'adapter à la société. C'est pas la société qui va toujours s'adapter à nous. Et au final, avec cette manière de vivre l'éducation positive, qui est voilà, que l'enfant soit totalement respecté. Et c'est très bien de respecter un enfant. Hein. Vraiment, je pense que c'est un énorme progrès. Mais il faut aussi qu'il apprenne à respecter les autres. Alors, est-ce que en étant respecté à fond, il va apprendre à respecter les autres ? Oui, certainement, bien sûr. Mais il faut aussi qu'il comprenne qu'il doit parfois un peu se contraindre pour que ça passe avec d'autres personnes. Voilà. Donc, le but du livre, si tu veux, c'était surtout de revenir sur un certain nombre de sujets et puis de voir ce qui était réellement prouvé sur le plan scientifique. Par exemple, pour tout ce qui est les traumatismes de l'enfant, le stress, ce dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et puis voir si réellement tout ce qui est affirmé comme étant des vérités absolues, c'est vraiment une vérité aussi absolue que ça. Et du coup, on voit bien que non. Que non. Alors, par exemple, un point sur lequel il y a un manque de nuance monumentale, c'est la question des sanctions et du cadre éducatif. Voilà, alors ça, sanctionner un enfant, c'est quasiment une obscénité actuellement. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par sanctionner. C'est vrai que tout ce qui est les coups, les insultes, c'est à proscrire évidemment. Et puis, mettre une fessée à un enfant, ça n'a jamais réglé le comportement de l'enfant, ça c'est clair, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est juste qu'on perd ses nerfs et puis que voilà, on se défoule sur son enfant parce qu'on n'en peut plus. Et en général, on regrette très vite ensuite. Bon, c'est toujours regrettable, c'est sûr, de donner une fessée. Mais après, à côté de ça, qui est à proscrire, donc, il y a quand même toute une palette de sanctions qu'on peut appliquer quand on n'arrive pas à faire coopérer un enfant par un autre moyen. Hein. Évidemment, la sanction, c'est pas un outil de première intention, je dirais. C'est vraiment quand on a répété les instructions plusieurs fois de suite et que l'enfant, alors qu'il sait très bien qu'il est en tort, persiste dans un comportement qui n'est pas bon. Oui. Voilà. On est d'accord sur la définition. Oui, voilà. Il ne s'agit pas de sanctionner à tour de bras dès que l'enfant dévie un tout petit peu de ce qu'on lui a dit. Hein. Voilà, c'est tout ça, bien entendu. Parce que c'est toujours possible d'assouplir beaucoup de choses dans la vie quotidienne, en fait. Voilà, je pense que si l'enfant souhaite faire par exemple, dîner avant de prendre son bain, c'est pas bien grave, quoi. Enfin, il y a des tas de choses qui sont pas graves, en fait, qu'on peut adapter au caractère de l'enfant. Le problème, c'est quand l'enfant persiste, voilà, dans un comportement. Bon, alors moi, avec mes exemplaires, là, j'ai plein de situations. C'est par exemple quand il faut répéter 10 fois d'aller se brosser les dents parce qu'ils sont en train de faire autre chose et qu'ils veulent pas. C'est quand il faut dire répéter de plus en plus fort que maintenant tu viens pour faire les devoirs. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses-là où ils savent bien qu'il y a des règles, mais qu'ils veulent pas quand même respecter les règles. Alors, sur le chapitre des sanctions, moi, j'en applique pas beaucoup. Hein, je veux dire, en général, alors maintenant, je dis maintenant, parce qu'avant, à une époque, je m'énervais pas mal. Il y a une période où ils étaient survoltés tous les deux et c'était très très difficile. Donc, je finissais beaucoup par crier. Il y a une période où j'ai quand même beaucoup crié. Et c'est jamais bien, enfin, ni pour moi, ni pour eux. C'est juste, ça met une ambiance quand même hyper électrique. Donc, si on peut éviter, voilà, c'est jamais très valorisant même pour le parent de crier. Oui, de toute façon, généralement, quand on crie, c'est vraiment qu'on n'en peut plus. Hein. Ouais, c'est vraiment qu'on n'en peut plus. Et donc, à force, j'ai essayé d'être attentive davantage au moment où je commençais vraiment à m'énerver, dans le but de pas arriver à ce moment où je suis trop énervée, où je me mets à crier. Donc maintenant, ce que je fais, quand j'ai répété un certain nombre de fois, au bout d'un moment, je leur dis, maintenant, ça suffit, t'es puni, tu vas dans ta chambre. Voilà. Donc sans crier, sans m'énerver, bon parfois il faut que je les emmène, mais sinon je le dis simplement et ils y vont. Ils claquent la porte parce qu'ils sont pas contents parfois, mais parfois même pas. Et donc en général, le fait d'être seul dans leur chambre,
ça suffit à faire retomber la pression et ils se calment relativement vite. Alors, ils sont pas... je ferme pas la porte à clé, hein, je fais pas des trucs comme ça, mais ils jouent, ils lisent, voilà, ils se calment. Et en fin de compte, assez souvent, ils reviennent tout seuls 10 minutes ou un quart d'heure après, ils me disent ça y est, je suis calmée, et puis là, ils font ce que je leur ai demandé de faire. Donc c'est vraiment un outil, je trouve, qui marche bien, qui est pas du tout violent, où l'enfant il reste dans un cadre qui est super sécurisant et qui est quand même agréable. Hein. La chambre, c'est pas voilà, c'est pas un placard. Pas la cave. Ouais, c'est pas la cave, quoi. Ça va. Donc Et tu dirais que ça marche à quel âge? Parce qu'il y a aussi tout ça, cette notion de l'âge où on a beaucoup, enfin, moi j'entends beaucoup de ressources différentes et je suis jamais capable de dire à partir de quel âge c'est possible de l'appliquer. En ce moment, ma fille a 2 ans, donc j'expérimente Ouais. le fameux démon de Zanzan et les crises. Et moi j'ai beaucoup entendu, mais si tu l'isoles, bah toujours pareil, hein, si tu l'isoles, tu vas être traumatisée, elle va croire que tu l'abandonnes et c'est même si je le sais que non, c'est très compliqué de m'en défaire. Ouais. Et du coup, je me demande comment adapter les sanctions à l'âge. Et je pense que je suis pas la seule à me demander ça. Alors, quand tu consultes les psys, elles te disent que tu peux commencer relativement tôt, vers l'âge de 2 ans. C'est vrai que 2 ans, c'est pas l'âge le plus facile, parce que c'est l'âge de la crise d'opposition, où voilà, l'enfant manifeste son mécontentement d'une manière quand même très spectaculaire et assez stressante pour le parent. Donc voilà, je pense que peut-être à cet âge-là, je pense que le parent voit bien si l'enfant agit pour le défier ou pas du tout pour le défier. Voilà. Par exemple, si tu vois que ta fille va faire quelque chose que tu viens de lui interdire en te regardant bien droit dans les yeux, tu sais qu'elle est en train de te défier et qu'elle le fait vraiment pour voir comment tu vas réagir. Donc, si tu lui as dit plusieurs fois qu'il fallait pas qu'elle fasse ça, donc je sais pas, ça peut être par exemple de grimper sur le plan de travail de la cuisine, mettons, parce que c'est dangereux, qu'elle peut tomber et se faire mal, et que tu lui as déjà expliqué plusieurs fois, et qu'elle continue à le faire en te regardant bien droit dans les yeux et en se disant qu'est-ce que maman va dire ce coup-ci, forcément si tu réagis pas après, elle va se dire qu'elle peut continuer, quoi. Puisqu'il n'y a pas d'effet en fait. Tu vois, elle transgresse et il n'y a pas de conséquences à la transgression. Bon, c'est quand même un peu bizarre, tu vois, même sur le plan de l'enfant, c'est quand même pas très logique de faire ça. Donc là, ça peut valoir le coup de dire, écoute, je t'ai dit plusieurs fois, donc maintenant tu es puni, tu vas dans ta chambre. Après, t'es pas obligé de la laisser. Ça peut être 5 minutes. Hein. Dire, le but n'est pas de briser l'enfant, pas du tout. Le but est de comprendre que quand il transgresse, il y a une conséquence. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut que l'enfant comprenne. C'est-à-dire, quand il n'y a jamais de conséquences, je ne vois pas comment il peut comprendre qu'il a transgressé. Ouais. Voilà. Donc, après, il faut aussi qu'on se sente confortable en tant que parent avec ça. C'est vrai que parfois, on ne se sent pas bien, on culpabilise, mais si l'enfant, il sent bien qu'il est aimé, qu'il est choyé, que ses parents prennent soin de lui, voilà, qu'il est comblé d'affection, il sait très bien que c'est pas que ses parents l'aiment plus. Il sait très bien que c'est pas du tout ça. Je pense qu'ils comprennent parfaitement bien quand ils ont transgressé et que c'est une punition. Voilà, ils confondent pas ça avec papa et maman ne m'aiment plus. Moi, je crois que c'est complètement une invention, ça. Sauf peut-être des enfants hypersensibles, enfin, ou la vraie hypersensibilité, hein, pas l'hypersensibilité que tout le monde se diagnostique en faisant un test ou en 4 questions. Voilà, peut-être des enfants qui sont vraiment hypersensibles peuvent le vivre très très mal, ou des enfants voilà, qui sont neuroatypiques et qui vont pas avoir le même style de réaction. Mais pour un enfant qui a un fonctionnement classique, voilà, il va pas être traumatisé ni confondre la sanction avec un manque d'amour de ses parents, quoi. C'est important de le dire au final. Hein. Ouais, je pense. Moi, je pense vraiment. Parce que je me demande parfois, je me dis que certains pensent que leurs enfants sont quand même pas hyper malins, quoi, pour ne pas comprendre cette nuance. C'est-à-dire, nos enfants sont baignés d'amour.
on leur consacre énormément de temps, d'énergie, d'affection, de moyens. Enfin, voilà, c'est... Ce Comment qui est assez peuvent-ils douter de paradoxal au notre amour? final. Ouais, parce que les contes et les personnes assez extrémistes là-dessus parlent du fait que l'enfant doit être considéré comme et fait ses propres choix et donc ça veut dire possède la maturité émotionnelle, enfin posséderait la maturité émotionnelle d'un adulte. Et du coup, effectivement, si on part du principe de ce que tu viens de dire que ils pensent pas à enfin on pense pas à nos enfants d'ailleurs assez intelligents pour faire la distinction, je trouve ça assez paradoxal. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a la notion d'adultisme aussi qui est beaucoup mise en avant. Alors, elle est parfois justifiée, hein. C'est vrai que euh, pour tout ce qui est imposer des contacts physiques à un enfant, on se permettrait pas ça avec un adulte. Donc là, je suis entièrement d'accord. Mais parfois, je trouve que les comparaisons, elles sont un petit peu moisies quand même, quoi. Parce que un enfant, voilà, n'est pas en mesure de comprendre les conséquences en termes de danger ou bien les implications pour sa santé s'il refuse de faire ceci ou cela ou s'il n'obéit pas à son parent, puisqu'il n'a pas la maturité nécessaire. Donc à partir du moment où on considère que son cerveau est immature, on considère qu'il n'est pas capable de prendre des décisions comme le ferait un adulte. Donc qu'on est en droit parfois, pour son bien, de lui imposer un certain nombre de choses. Parce que c'est pour son bien. Voilà. Donc, et je pense qu'il faut être assez au clair avec ça. On ne le fait pas pour nuire à l'enfant ou pour l'embêter ou parce qu'on ne l'aime pas. On le fait parce qu'on sait que c'est ce que, en tant qu'adulte, on est censé faire. Ouais. Après, il y a vraiment un gros malaise autour de l'autorité. C'est vrai que l'autorité, c'est pas du tout populaire, quoi. Faire preuve d'autorité, c'est juste horrible en ce moment. Oui, c'est clair. Voilà, c'est l'éducation à l'ancienne, c'est forcément qu'on les fait marcher à la baguette, les enfants un petit peu dans la tête des parents actuellement. C'est ça, et au final, on se trouve très très démunis quand on a un enfant qui coopère pas, parce qu'en même temps, on lui donne beaucoup en attention, en amour, en explication, etc. Et si on a quand même un enfant qui refuse de comprendre et de coopérer, bah, c'est un peu le vide, quoi. Il nous reste quoi comme moyen d'action? Il nous reste rien, en fait, juste à subir. Et bon, moi je pense que dans une famille, il faut que tout le monde soit bien. Il faut que les parents soient bien et il faut que l'enfant soit bien. S'il y a Ouais. une des deux parties qui n'est pas bien, c'est pas possible. Et je trouve que c'est ce qui se repousse de ton livre, d'avoir la preuve que oui, tout le monde est important dans la famille. Ouais, tout le monde est vraiment important dans la famille. Et on peut pas négliger ses besoins pour son enfant. On peut pas prétendre vouloir apprendre à son enfant qu'il est une personne importante et qu'il doit prendre en compte ses besoins si soi-même on n'est pas capable de prendre en compte ses besoins. Parce que c'est comme ça qu'il apprend le mieux à prendre soin de lui. C'est en observant ses parents qui sont capables de prendre soin d'eux et de ne pas se laisser dévorer. D'ailleurs, j'avais eu des échanges sur Instagram avec des abonnés sur ces questions-là. Des mères sacrificielles, c'est-à-dire des mères qui se sont dévouées sans compter. Et en fin de compte, il y avait une personne qui me disait, moi ma mère elle était comme ça, mais elle me l'a bien fait sentir après qu'elle s'était vraiment donnée pour nous à fond. Et en fin de compte, c'était extrêmement pesant parce qu'on se sentait toujours redevable de quelque chose par rapport à elle. Donc il y a aussi cette notion de voilà. Donc, est-ce que vraiment, si je fais ça, je serais capable de ne pas le reprocher à mon enfant plus tard, quoi. Oui, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu te rends compte comment tu te comportes. Parce que bon, les enfants, ils partent, hein, on les élève pas pour nous, on les élève pour qu'ils partent après et qui mènent leur vie, quoi. Donc, Oui, mais dans longtemps. oui, dans longtemps, ouais, oui, mais quand un enfant a 2 ans, tu vois, ça paraît dans très longtemps. Et moi, ma fille, là, elle a bientôt 17 ans. Et voilà, je me dis que dans quelques années, elle va s'envoler, quoi. C'est pas dans si longtemps que ça finalement, Et ça c'est pas passe possible. vite. Ouais, ça passe très vite, ouais, c'est vrai, ça passe très vite. Et justement, tu parlais des retours que tu avais eu, des discussions que tu avais eues sur Instagram et de manière plus globale. Moi, comme je te disais, ton livre je me suis beaucoup reconnue et ça m'a fait énormément de bien. J'imagine que tu as eu des retours positifs, mais aussi négatifs.
Alors, j'ai eu majoritairement des retours positifs. Voilà, des mamans qui me disaient merci beaucoup, ça me fait du bien de vous lire. Ou bien je suis sage-femme et puis je vais utiliser votre livre avec mes patientes pendant la préparation à la naissance. Ou bien je suis institutrice et puis j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Enfin voilà, j'ai eu quand même pas mal de retours quand même qui m'ont fait très plaisir. J'ai eu quelques rares retours négatifs. Alors, je pense que les personnes qui sont vraiment à fond, qui sont dans l'excès d'éducation bienveillante, donc vraiment qui dérivent complètement, ne l'ont pas lu, ne le liront pas et ont déjà une idée préconçue de ce que j'ai pu dire dedans. Bon, mais de toute façon, je les suis pas, donc ça, à la limite, ça m'est égal, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà, je sais que c'est un peu comme les anti-vax convaincus. Enfin, il y a des personnes, tu les convaincras jamais et elles changeront pas d'avis, donc c'est pas grave. Mm. Voilà, après, bon, chacun ses opinions. Les retours négatifs que j'ai eus, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas lu mon livre, mais qui ont lu, Ah oui. ouais, qui ont lu des interviews, euh, voilà, qui sont pas sur Facebook, et où on s'est un peu accroché dans les commentaires et qu'on finit par me dire que de toute façon, j'avais rien compris à l'éducation positive et que je prônais une éducation remplie de violences éducatives ordinaires. Bon, voilà. Mais elles n'ont pas lu mon Toujours dans bouquin. l'extrémisme. Voilà, toujours dans la nuance, etc. Bon. Mais en dehors de ça, j'ai pas eu de retour négatif, non. En tout cas, on Tant me l'a mieux. pas dit. Voilà. Enfin, il y en a peut-être eu, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été déçues, mais elles m'en ont pas fait part. Voilà. Ok. Et toi, comment est-ce que tu résumerais ton livre? Alors, mon livre, je le résumerai en un souhait de donner confiance en elle aux mères, parce que bon, ça peut s'adresser aux pères aussi, mais c'est quand même beaucoup un livre sur les femmes, hein, à l'image des personnes avec qui j'interagis sur les réseaux sociaux. Le but, c'est vraiment ça, c'est de dire aux mères, mais vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes des bonnes mamans et vous n'avez pas besoin de cocher toutes les cases du maternage proximal et de la bienveillance et de l'éducation Montessori avec l'arc-en-ciel en bois et puis tous ces jeux-là, pour être de bonnes mamans et faites avec ce que vous êtes. Et puis surtout, pensez aussi à vous. Voilà, votre famille, elle doit être harmonieuse en vous prenant en compte vous, en prenant en compte votre enfant, en prenant en compte vos autres enfants éventuellement, votre conjoint ou votre conjointe, voilà, le cas échéant. Et, tout ça, ça doit fonctionner ensemble. Et puis aussi, l'éducation, c'est un parcours sur le long terme. Voilà, ça se joue pas sur les 3 premières années de l'enfant. C'est pas vrai. Ça se joue sur toute la vie. Il y a aussi le fait que les enfants font très bien la part des choses entre un bon parent ou un parent qui est juste énervé, par exemple. Voilà. Disons, ils confondront jamais un parent maltraitant avec un parent qui s'est énervé parce qu'il est fatigué. Ça, c'est complètement faux. Faut encadrer cette phrase. Oui, voilà. Le parent a le droit de s'énerver. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'énerver avec mes enfants, puis après de venir leur dire, écoute, excuse-moi, je me suis énervée, mais c'était pas juste, t'y étais pour rire. Bon, ils comprennent très bien et ils disent, c'est pas grave, maman, t'inquiète pas. Enfin voilà, c'est super adorable en même temps de voir qu'ils sont capables de comprendre qu'il n'y avait pas une intention méchante, quoi. Et je pense que tout le monde est humain au final. Ouais, que tout le monde est humain. Et puis, il faut quand même pas oublier que la maltraitance, il y a quand même quelque chose de malveillant. C'est-à-dire, il y a une volonté quand même de nuire. L'immense majorité des parents, ils n'ont aucune envie de nuire à leur enfant. Ils peuvent être maladroits parfois, ils peuvent être pas parfaits, ils ont une marge de progression, bien sûr. Mais globalement, je pense que la majorité des parents font de leur mieux et ont beaucoup d'amour pour leur enfant. Donc mon livre, c'est plutôt ça, c'est de dédramatiser un certain nombre de points qui sont hyper montés en épingle sur les réseaux sociaux comme absolument indispensables à l'épanouissement d'un enfant, alors que rien ne prouve que c'est indispensable à l'épanouissement d'un enfant. Et de dire aux mères, bah non, faites comme vous pouvez, avec vos moyens, mais surtout sentez-vous bien, parce que c'est ça qui va conditionner le plus le bien-être de votre enfant. Il ne faut pas oublier que la dépression maternelle, c'est un facteur de stress énorme pour un enfant. Ouais. Donc on a intérêt à se bichonner, à prendre soin de soi, voilà quoi, à prendre en compte ses propres besoins pour pas être au bout du rouleau. Puis si on est déjà au bout du rouleau au bout de 2 ou 3 ans, mais qu'est-ce que ça sera quand l'enfant aura 17 ans, quoi. C'est juste pas possible.
Ça pourrait faire une super conclusion, mais ça sera pas la conclusion parce que j'ai d'autres questions. Moi, j'essaye de faire des articles sur mon blog qui sont un peu sourcés, mais j'ai énormément de mal à savoir comment faire des recherches constructives et comment lire des articles et des études. Quel conseil tu donnerais à une néophyte comme moi pour faire ça? Alors, c'est vrai que c'est pas très simple. Moi, la base, c'est toujours de croiser ses sources. Et voilà. Par exemple, tu peux avoir des articles qui sont très intéressants dans des journaux. Toujours aller voir les sources qui sont citées quand elles sont en lien. Alors, moi, comme je suis scientifique, j'ai accès aux bases de données de bibliographie en anglais. Enfin, c'est les articles vraiment scientifiques qui sont publiés, reviewés. Donc, moi, je peux avoir accès au texte intégral. Donc aussi aux matériels et méthodes en particulier qui te décrivent la manière dont les études ont été faites. Par exemple, dans les études de maltraitance, ça décrit les populations qui ont été étudiées, les populations d'enfants qui ont été étudiées, d'où viennent ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont subi, comment ça a été testé, etc. Donc ça, c'est vrai que si on n'a pas accès à ces parties-là, on est un peu obligé de croire sur parole les résumés, quoi. Voilà. Donc la première chose, c'est d'avoir accès au full texte quand on peut, pour voir comment ont été faites les études. Ensuite, il faut aussi regarder, si possible, si c'est corroboré par d'autres études. C'est-à-dire quand tu as plusieurs équipes indépendantes qui te donnent le même message sur un même sujet, tu peux commencer à te dire que c'est assez robuste. Il faut aussi regarder sur quel échantillon de population ça a été fait. Si c'est une étude qui a été faite sur 10 personnes, elle a forcément moins de fiabilité qu'une étude qui a été faite sur 300 personnes. Voilà. Oui, ça paraît logique. Voilà, parce que tu peux facilement avoir des effets complètement marginaux sur un petit échantillon qui vont disparaître quand tu vas augmenter la population. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça à voir. Si c'est des modèles animaux, voir si réellement c'est transposable, voir ce que les auteurs ont dit dans la conclusion. Parce que souvent, ce que les journaux reprennent, c'est les phrases du résumé, hein, le petit abstract qui fait une dizaine de lignes. Et puis hop, ils se reprennent ça et puis ils omettent complètement de nuancer comme peuvent le faire les auteurs dans des discussions de papier. Voilà. Moi, comme on écrit régulièrement des papiers dans mon équipe, on fait des hypothèses dans nos discussions. Et voilà, c'est des hypothèses et on dit bien que ce sont des hypothèses. Voilà, donc on parle au conditionnel, ça pourrait, on pourrait envisager que, il serait intéressant de, enfin voilà, on nuance quoi, on n'affirme pas des choses. Et alors par contre, quand c'est repris un article, surtout sur des sujets hyper sensibles sur les questions de l'enfance, quand c'est repris dans la presse, ils gomment tout ça. Donc toujours se méfier et aller voir ce qu'il y a derrière, quand on peut. Hein. Après, il y a aussi des comptes qui font de la vulgarisation, qui sont chouettes. Tu as des noms comme ça? Alors là, il y a Dr Papers au pluriel, qui est un doctorant en psychologie. Et assez souvent, il publie des petits posts ou bien des stories sur des études en psycho qui démystifient un peu parce que parfois il y a des gros effets d'annonce et puis derrière, quand tu vas gratter, c'est pas forcément ça. Donc lui, c'est vrai que je le suis, il est hyper intéressant. Et... Ouais. Donc lui, c'est très intéressant ce qu'il fait. Après, dans le domaine de la parentalité sur des études, il y en a pas des tonnes quand même qui font. Toi? Ouais, un petit peu, voilà. Dans le bouquin, j'ai parlé d'un certain nombre d'études. Parfois sur Instagram aussi, j'en relais de temps en temps. Et là, j'en avais relayé une il n'y a pas très longtemps encore sur l'impact de la violence sur des connexions cérébrales. Et là encore, voilà, c'était des enfants typiquement qui avaient subi des abus sexuels, des abus physiques extrêmement graves, des violences ah oui, psychologiques. je l'ai vu passer celle-là. Ouais. Voilà. Donc c'est pas l'enfant que t'as un peu pressé le matin pour l'emmener à l'école, quoi. C'est pas du tout ça. Alors ça, c'était ma propre question. et je sais que tes abonnés sont aussi posé quelques questions, dont 3 qu'on va aborder ce soir, parce que oui, on enregistre le soir. Du coup, tu as un
petit peu répondu tout à l'heure, mais je vais quand même me reposer la question. Qu'est-ce qui se joue vraiment avant 3 ans? Alors, ce qui se joue vraiment avant 3 ans. Alors, j'ai dit tout à l'heure pas grand-chose. Bon, alors si je nuance un peu mon propos, euh, avant 3 ans, je pense que ce qui se joue, c'est l'assurance que l'enfant est aimé, à mon avis. Après, clairement, je ne suis pas psychologue non plus, hein. Donc voilà, il faudrait voir ce que Ouais, disent des psychologues là-dessus. Moi, à mon avis, ce qui se joue avant 3 ans, c'est la certitude que l'enfant est aimé et qu'il est en sécurité avec ses parents. Voilà. Après, le reste, même si on a un peu lâché la barre sur la discipline ou un certain nombre de règles, on peut toujours les remettre en place après 3 ans, c'est pas grave. Enfin, moi, c'est ce que j'ai expérimenté avec mon fils. Voilà, je dirais que la discipline, on a commencé à la mettre en place vraiment quand il avait à partir de 4 ans, 4 ans et demi, quoi. Donc, il y a rien qui est inéluctable, je dirais. Voilà. Et même un ouais, enfant qui aurait souffert parce qu'il aurait été dans une famille très carencée sur le plan affectif de la naissance à 3 ans, si cet enfant il est mis dans une famille qui l'aime, qui l'entoure et qui lui donne tout ce dont il a besoin sur le plan des nourritures psychiques, voilà, il va se développer très bien après, quoi. Donc, je pense que il y a pas, on plante les bases de la vie affective de l'enfant et de la sécurité avant 3 ans. Voilà, à mon avis, c'est ça. ouais. Le reste, Ok. ça se rattrape, je pense. Comme pour beaux-parents, bel enfant, rien n'est jamais joué. Rien n'est jamais joué. C'est rassurant, hein? Ouais, ouais, quand même, c'est vachement rassurant parce que parfois on peut se rendre compte qu'on a fait des erreurs hein, aussi, comme parents, ça arrive. Mais c'est normal même. Et la deuxième question, c'est, et je vais la lire comme elle a été écrite. Un instinct maternel versus sentiment de compétence de mère. Oui, alors la question a été posée dans une petite boîte, donc c'était assez bref. Je pense que ce que voulait dire cet abonné, c'était, voilà, en gros, est-ce que l'instinct maternel, ça existe et est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'on devient compétente en tant que mère? Moi, c'est comme ça que j'ai compris la question. Alors, euh, est-ce que l'instinct maternel existe? Alors ça, c'est vraiment un sujet, un vaste débat. Si c'est de dire qu'on est, nous les femmes, avec le mode d'emploi pour comprendre notre enfant au quart de tour et savoir tout faire et le dosage de la pipette de Doliprane comme ça de manière innée, non, je ne crois pas à l'instinct maternel, non, pas du tout. Moi, la seule chose à laquelle je crois, je pense, c'est que euh, c'est plutôt l'amour, voilà. C'est l'infinité de l'amour maternel. Alors après, bien sûr, il y a des situations, il peut y avoir des grossesses non désirées où ça complique beaucoup de choses. Il peut y avoir des dépressions postpartum ou des dépressions même durant la grossesse qui vont vraiment impacter la manière dont le lien entre la mère et l'enfant va pouvoir se faire. Je sais pas si tu as lu la BD La Remplaçante. Non, mais j'en ai entendu parler, Ouais, c'est mm, dans ma palle. très bien. C'est sur la dépression de postpartum et sur la manière dont ça impacte la relation entre la mère et le bébé. Et c'est hyper touchant je sais plus comment s'appelle la scénariste, mais qu'elle ait eu le courage d'écrire là-dessus parce que c'est vraiment pas évident. Donc l'instinct maternel, non, c'est pas un guide avec lequel on est. Mais moi, je pense quand même que c'est peut-être la volonté d'aimer ou la bonne volonté d'aimer ou voilà dire bah voilà maintenant on est tous les deux ensemble dans cette galère et puis je vais faire de mon mieux pour t'aimer le plus possible quoi. Même si le lien affectif se met aussi en place progressivement, il y a des mères qui vivent un coup de foudre pour leur bébé, il y a d'autres mamans pour qui ça prend plus de temps et puis voilà ça arrive, c'est pas grave. Donc le sentiment de compétence de mère, ça par contre, oui, je pense que c'est un sentiment de compétence des mères qu'on développe progressivement parce que bah, petit à petit, on s'adapte. Moi, je me souviens quand ma fille aînée est arrivée, j'étais à la maternité là dans mon lit et puis j'avais ce petit berceau à côté de moi avec cette petite boule là toute brunette avec ses cheveux dressés sur la tête et je la regardais et je me disais oh, bah c'est elle ma fille quoi. Voilà, on va passer 20 ans ensemble et même toute la vie, c'est ma fille. Et ça me faisait vraiment super bizarre. J'avais l'impression d'avoir une petite inconnue à côté de moi. Voilà, bah, madame, tenez, bah voilà, c'est votre bébé, c'est elle là, voilà. Allez, au revoir.
Et c'était hyper déstabilisant, même si bien entendu, je l'aimais à fond, quoi. Mais voilà, tu te retrouves quand même face à face avec une personne qui déboule comme ça dans ta vie. Et tu sais pas trop comment entamer la conversation. Parfois, c'est pas évident. Alors, Tu l'as eu tout de suite, toi, le lien d'amour alors tout de suite, non pas tout de suite, au bout de 24-48 heures. Ouais. Ah, bon, c'est rapide, hein, je veux dire, j'ai pas mis 3 mois, mais voilà, mais pas immédiatement. Enfin, si ce n'est voilà, l'émotion de voir un bébé sortir de ton ventre, parce que c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, mais après, face à l'enfant, ben, je trouve que c'est toujours un inconnu quand même, le bébé. Voilà. Bah, c'est sûr. Mais donc, le sentiment de compétence des mères, oui, ça par contre, il se développe, ça j'y crois. Et même si, comme je te disais tout à l'heure, on peut, voilà, on peut galérer et même regalérer à chaque naissance, malgré tout, on a davantage confiance parce qu'on sait que grosso modo, ça finit par passer et qu'on va y arriver, quoi. Tôt ou tard, on va y arriver. Donc, c'est peut-être plutôt un sentiment de confiance en nos capacités à réussir progressivement. Voilà, Ouais. moi je pense que c'est un peu ça. C'est pas un instinct, voilà, c'est pas inné du tout. C'est pas livré avec l'utérus. Non, c'est pas livré avec l'utérus, surtout peut-être dans nos sociétés où on est quand même très éclaté sur le plan familial et on a peut-être moins de modèles. C'est-à-dire, on voit des bébés, grosso modo, quand on devient parent, quoi, maintenant. Ouais. Parce qu'on vit moins de manière groupée avec nos familles. Donc on a moins ce partage d'expérience. Donc c'est vraiment brutal, je trouve, l'éruption dans le monde de la parentalité. Ça, je suis entièrement d'accord. Et sur un tout autre sujet, la dernière question, c'est que penser des jeux de bagarre avec des armes factices? Est-ce qu'il faut laisser les enfants jouer à la guerre? Alors, moi j'étais évidemment à fond contre ça. Non, on ne laisse pas jouer ses enfants à la guerre, hein, hors de question. Et puis bon, j'ai eu des garçons. Et même si moi je leur ai jamais acheté de jouets factices, enfin si maintenant j'en achète quand ils me demandent des déguisements de ninja, des machins comme ça. Mais pendant longtemps j'ai refusé formellement d'acheter des armes factices. Et puis après, les grands-parents en ont offert. Et bon, tu peux pas non plus mettre tous les cadeaux à la poubelle. Et puis ils adorent ça en plus. Enfin, je veux dire, c'est terrible à dire, mais ils adorent ça. Et en fait, je leur avais offert des poupées pour qu'ils aient des bébés à câliner et ils jouaient à se taper dessus avec les bébés. Alors que je n'ai jamais fait ça. Et c'est pas un exemple qu'ils ont eu, quoi. Mais alors, est-ce que c'est inné chez les garçons? J'en sais rien. J'ai pas d'avis définitif sur la question. J'ai pas un échantillon d'enfants suffisamment large pour te dire que les filles font comme ci, les garçons font comme ça. Mais effectivement, j'ai constaté que mes garçons adorent ça, se bagarrer. Donc, on régule, c'est-à-dire périodiquement, on cache les épées et les armes. On a jeté aussi des pistolets parce que ça nous déplaisait par contre, qu'ils jouaient à se tirer dessus. Donc, on les a tous balancés à la poubelle. On a gardé quelques épées et de temps en temps on les supprime quand on trouve que c'est trop excessif qui se laisse emporter tellement dans le jeu qu'ils commencent vraiment à se tabasser avec, quoi. Ouais. Et ils n'ont pas besoin d'épée à la limite pour se taper dessus, donc je pense que certains Maintenant, enfants ils ont les poupées. Oui, ils ont les poupées. Les poupées, je sais même pas ce qu'ils en ont fait pour te dire. Bon, je crois qu'ils m'ont dit un jour que ça les intéressait pas. Ils ont leur doudou qui berce et qui câline, mais les poupées n'ont pas eu de succès. Et pourtant, j'étais vraiment dans une volonté, tu vois, de faire une éducation féministe pour mes fils. Mais il y a des choses sur lesquelles j'ai pas lâché et les armes factices, j'ai un petit peu lâché. Voilà. Dirais-tu que on s'adapte à l'enfant? Ah oui, on s'adapte tout à fait à l'enfant, bien sûr. On peut pas les frustrer tout le temps, hein, évidemment. Il faut accepter de devoir les frustrer parfois. Il y a déjà tellement de sujets sur lesquels ils sont frustrés que c'est pas la peine non plus d'en rajouter tout le temps. Voilà. C'est pas faux. Ouais, il faut faire aussi la part entre le militantisme et puis le jeu, quoi. Je veux dire, la notion de l'arme pour l'enfant et la notion de l'arme pour le parent, c'est pas la même, puisqu'eux n'ont même pas conscience vraiment du fait que la mort, c'est quelque chose de définitif, par exemple, rien que ça. Du coup, pour eux, jouer avec une arme, ça n'a pas le même sens que pour nous, je pense. Ouais. Et j'aurais une toute dernière question que je pose à toutes mes invités,
que je genre au féminin parce que pour l'instant je n'ai que des femmes, mais hommes, ça sera toujours un genre au féminin parce que 99% de mes invités resteront des femmes, je pense. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ce serait quoi? Alors, si je pouvais changer quelque chose dans notre société, je pense que ça serait une véritable action pour lutter contre les violences contre les enfants. Parce que là, alors par rapport à l'éducation positive, je trouve que bon, c'est très bien, mais je pense que ça reste quand même des mesures un petit peu cosmétiques pour l'enfance. À côté de ça, on voit que des enfants qui sont réellement victimes de violences ne sont pas du tout protégés ou mal protégés. En particulier quand il y a besoin de sanctions pénales pour éloigner des enfants d'un parent qui est violent. On peut voir par exemple des enfants qui sont obligés d'aller chez un parent violent qui a un droit de visite et de garde. Et ça, je trouve ça complètement aberrant et vraiment dangereux. Donc je pense que si je devais changer quelque chose, ce serait une véritable application de mesures judiciaires pour protéger des enfants de ce qui est une vraie maltraitance. Voilà. Ça me paraît vraiment capital. Donc ça nécessite forcément davantage de moyens parce que c'est pas juste avec de la bonne volonté qu'on fait ça, mais c'est avec des moyens, des gros moyens financiers pour la justice, des gros moyens financiers pour l'aide sociale à l'enfance, avec des familles d'accueil et aussi en ne cherchant pas forcément à préserver à tout prix le lien familial, parce que parfois le lien familial, il est nuisible pour l'enfant, c'est triste, mais ça arrive. Et dans ce cas-là, il faut accepter que ce lien, il fait plus de mal que de bien et qu'il peut être nécessaire de le suspendre, au moins temporairement. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Je t'en prie, merci Manon, merci de m'avoir invitée. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je sais que Noël est passé depuis un petit moment maintenant, mais ça reste un super bon livre à offrir autour de soi. Après l'avoir lu, je me suis tout de suite dit qu'il devait être distribué à toutes les mères dès la grossesse. La nuance, c'est ce qui est le plus important à mon sens, et là on remet vraiment les choses en perspective et surtout on relativise. Jamais on ne sera des mères parfaites, des parents parfaits même. Et alors, ça doit être flippant pour un enfant de faire face à la perfection et à la maîtrise de soi permanente, si tant est qui que ce soit y arrive finalement. Bref, un livre à lire, à offrir, à diffuser, tout ce que vous voulez tant qu'il voyage, je vous le recommande vraiment. En attendant, je t'attends sur le compte Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. Et si tu veux m'aider à développer ce podcast, j'ai beaucoup trop de podcasts, tu peux m'attribuer une note et me laisser un commentaire sur les plateformes qui le proposent, mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!